Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les différentes approches qu'il existe pour investir son argent. Nous allons voir où Diversibus se situe par rapport à ces différentes approches, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Première des approches, j'ai appelé ça l'emotional investing, c'est tout simplement quand on n'a pas d'approche, qu'on n'a pas de stratégie. En général, on va avoir tendance à investir selon son intuition ou selon des news, selon ce qu'on entend autour de nous. Et évidemment, vous comprenez qu'on n'a aucun réel avantage à fonctionner comme ça. Ceux qui l'ont déjà essayé en sont bien conscients, parce que tout simplement, on va être ballotté par nos émotions. Je vous ai repris ici un petit graphe que je trouve très bien expliqué, qui montre en général lorsque le marché est pas cher et commence à monter, c'est qu'évidemment il y a beaucoup d'incertitudes et donc on va être guidé par notre peur qui va nous dire il y a encore trop d'incertitudes, on ne va pas y aller tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est que le marché va monter, va monter, va monter, on va prendre confiance, on va entendre autour de nous des gens qui ont fait des belles plus-values, qui ont investi, qui ont réussi, etc. Et on va enfin se décider à y aller quand on sera probablement, en tout cas une grande partie de la hausse aura été derrière nous. C'est à ce moment-là qu'on va acheter. Si on a de la chance de ne pas acheter tout en haut, le marché va continuer à augmenter encore un peu, on va prendre confiance, on va éventuellement renforcer nos positions. Et puis lorsqu'il y a une correction de marché qui arrive, notre confiance ne va pas s'ébranler tout de suite. On va d'abord avoir ce qu'on appelle une phase d'ancrage où on va rester confiant que le marché va continuer à monter, on va remettre au pot en général, on va moyenner à la baisse le prix des positions qu'on aura achetées au moment de l'excès de confiance. Et c'est là le début de la fin, puisque si le marché baissier se poursuit, on va commencer à prendre peur, à avoir notre compte dans le rouge de 20, 30, 40%, et en général on finit par craquer émotionnellement. En tout cas c'est ce que les statistiques des brokers nous renseignent, et la plupart des gens vont vendre au pire moment, au plus bas. En général ça va peut-être même encore continuer à baisser, ce qui va vous réconforter sur le fait que vous avez bien eu raison de vendre, et puis le marché va repartir sans vous et vous allez de nouveau vous retrouver dans une phase d'ancrage, je veux dire il y a trop d'incertitudes, j'y vais pas, etc., etc. Bon, vous l'aurez compris, ça c'est la garantie de faire des pertes à la chaîne, donc je ne recommande pas du tout cette stratégie. La deuxième stratégie dont je voulais parler, c'est le value investing. Alors je n'ai pas besoin d'en parler longuement ici, puisque les auditeurs de cette chaîne ont été formés à ça longuement via Loïc. Donc en fait le but c'est d'acheter des titres décotés. On va se servir de l'analyse fondamentale, on va regarder les ratios, on va regarder les bilans, on va regarder quelle est l'activité de la société, ses concurrents, etc. Et l'avantage c'est que lorsque c'est bien exécuté, ça permet d'avoir une surperformance par rapport au marché. Et donc on va en général acheter lorsque le marché est bas, et on va vendre lorsque le marché est cher. Alors cette approche elle n'est pas sans inconvénients, il y a quand même quelques inconvénients. Tout d'abord c'est le timing, c'est-à-dire qu'il faut arriver à être capable de tenir ses positions 1, 2, 3, parfois 5 ans avant que le réajustement de marché se fasse. Ensuite, cette stratégie s'applique en général sur des marchés où la liquidité est très très faible, puisque c'est là qu'on va trouver les plus grands écarts de valorisation, les plus grandes anomalies de valorisation. Et donc la liquidité en général très peu présente, ce qui peut poser problème lors de la revente, et surtout lorsqu'on part dans des marchés baissiers où la revente devient vraiment vite compliquée, parce que ces marchés-là en général souffrent également. Alors après, il y a un troisième inconvénient, c'est ce qu'on appelle les value traps. Les value traps, c'est quoi? Ce sont des sociétés qui, bien qu'elles paraissent décotées en apparence, ne vont en fait jamais se relever. Et ça peut être pour tout un tas de raisons qu'on ne peut pas forcément voir dans les bilans. Ça peut être des litiges en cours, ça peut être le fait qu'un concurrent ait une innovation technologique qui va rendre notre activité complètement obsolète. Donc voilà, il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas forcément avoir, qui sont d'ailleurs pas forcément dans les comptes de la société, qui peuvent transformer un bon coup en value trap. Et enfin, un autre inconvénient de cette manière d'investir est que comme on est investi en permanence sur le marché, évidemment lorsqu'il y a des longs cycles baissiers, bien en général on ne sort pas de position, on fait le dos rond et on attend que ça se passe.
Alors, la troisième approche dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle le quality investing, c'est-à-dire qu'on va chercher à investir dans des titres de qualité. Alors, évidemment, tout le monde a envie d'investir dans des titres de qualité, mais donc ici, il y a certains critères tangibles, c'est-à-dire qu'on va chercher des boîtes avec un avantage concurrentiel important. Elles vont bénéficier en général de marges élevées et d'un pricing power, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir augmenter leur prix sans perdre trop de clients. Et donc ça, c'est le genre d'actifs que beaucoup d'investisseurs aiment, car sur le long terme, ça les sécurise de savoir que la boîte a une solide avance sur ses concurrents. Alors, comment est-ce qu'on peut investir? Alors, on peut évidemment le faire en stock picking, en analyse fondamentale. Sachez qu'il y a également des ETF quality qui existent et également Berkshire Hathaway qui aujourd'hui qui a commencé comme un investissement value, mais aujourd'hui, moi je considère plus que c'est du quality investing. Il n'achète plus forcément dans des boîtes value. C'est vrai qu'il ne va pas acheter quand elles sont surcotées, mais quand on regarde l'ensemble du portefeuille, on peut en général se dire que Berkshire Hathaway, c'est plutôt un investissement quality qu'un investissement value. Alors, l'avantage du quality investing, c'est qu'on va avoir des performances à long terme qui sont, en tout cas en général, au moins aussi bonnes que le marché, et avec une volatilité en général un petit peu moindre que le marché. Et c'est vraiment donc adapté à des personnes qui ont un long horizon d'investissement. Par contre, ici également, tout comme dans le value investing, comme on a investi en performance sur le marché, on va avoir tendance à être pris dans les cycles de long terme. Donc lorsqu'on a un grand bear market, on va se retrouver investi. Et une autre difficulté, c'est de savoir vendre les titres, parce qu'en général, on a un excès de confiance dans les titres en se disant j'ai acheté parce que c'est de la qualité, et donc c'est difficile de voir quand une boîte commence à perdre son avantage concurrentiel, et c'est plus de l'appréciation. Et donc beaucoup de personnes qui pratiquent le quality investing en stock picking ont parfois du mal à vendre leur position. Alors, comment est-ce que le quality investing va se matérialiser en termes d'achat et de vente? Je vous ai repris ici donc la même courbe de prix que dans les exemples précédents pour qu'on puisse bien comparer. Alors, les investisseurs qui font du quality investing, comme je l'ai dit, ils ont en général une optique de long terme, donc il va y avoir très peu de ventes. Ils sont plutôt dans une logique d'accumulation et ils vont acheter donc des titres en général quand ils ont des liquidités disponibles, donc de manière assez aléatoire. Alors l'approche suivante, vous la connaissez tous, c'est l'index investing, où on va simplement chercher à répliquer la performance d'un indice en achetant tout le marché derrière cet indice via des ETF qui vont traquer cette performance. Ça offre évidemment l'avantage de la facilité. Dans les petits inconvénients, bien, comme les approches précédentes, on va se retrouver piégé dans les longs cycles baissiers. On va avoir, comme on l'a vu en début 2025, les billets liés à la surpondération des ETF. J'aurais pu le mettre également dans les avantages puisque ça offre l'avantage et l'inconvénient. Ici aussi, soit on va investir lorsque les liquidités se présentent, ou alors on va effectuer un DCA. Alors continuons avec le momentum investing. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à surfer des accélérations haussières. Donc là, ça va être une stratégie qui va être plutôt axée sur de court terme. Et ce qu'on va appliquer, on va chercher à voir quelle est la force relative du marché. On va essayer de voir quand est-ce que le marché accélère. Et lorsque sa dynamique accélère, on va prendre position. Donc vous voyez, j'ai pris toujours sur cette même courbe de prix les points où on rentrerait lorsqu'on voit soit un changement de tendance ou une dynamique qui accélère. Et on va le faire en général à l'aide d'indicateurs comme le RSI, le MACD, etc. Alors, le gros avantage du momentum investing, c'est que du coup, on va se retrouver à chaque fois en dehors des grands marchés baissiers. On va pouvoir, puisque dès que la tendance va se retourner, on va sortir de ces marchés. Par contre, justement, l'inconvénient, c'est d'arriver à gérer correctement ces retournements, puisqu'on va avoir des cas de figure où le marché va se retourner pour mieux repartir derrière. Donc là, ça va nous créer des petites pertes, ou en tout cas, on ne va pas prendre toute la hausse du marché. C'est également une stratégie qui n'est pas très performante dans les range markets, donc les marchés en range, donc on va rester dans un bracket de prix régulier, puisqu'en fait, ça va nous faire beaucoup de petites transactions d'achat-vente pour des petits gains ou des petites pertes, et donc on risque d'accumuler les pertes à ce moment-là.
Et enfin, c'est une stratégie qui, en général, demande un suivi quasi quotidien des marchés puisque les retournements peuvent arriver du jour au lendemain sans prévenir. Donc c'est une stratégie qui demande quand même pas mal d'implications. Alors, la stratégie suivante, c'est le trend following, donc le suivi de tendance en français. Et là, c'est une stratégie à plus long terme que le momentum. On va chercher à surfer des tendances qui sont déjà établies. Donc concrètement, on va rentrer moins vite dans le marché que le momentum et on va aussi chercher à ne pas sortir dès qu'il y a le moindre retournement. On va surfer des tendances à plus long terme. Alors là, on va utiliser également de l'analyse technique comme des moyennes mobiles et ça présente également le même avantage que le momentum, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver exposé au long marché baissier puisqu'on va avoir un indicateur de sortie. Par contre, l'inconvénient ici aussi, c'est que comme pour le momentum, on va souffrir dans les marchés qui sont en range. On va faire des achats et des ventes sans capturer beaucoup de profits et on risque même d'accumuler les petites pertes. En général, c'est ce qui se passe, on va accumuler des pertes et au plus le marché dure longtemps, au plus on va accumuler des pertes. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est difficile de s'exposer à toute la hausse, disons que les hausses qui se passent sans accroc, en général, c'est plutôt rare. Il y a toujours des moments où on va devoir gérer le moment de re-rentrer dans le marché. Si vous regardez par exemple l'approche, le graphe qui est sur votre écran, voyez donc on va rentrer sur le marché un petit peu plus tard que dans l'approche momentum. Et au moment où on va voir, donc là où il y a le premier point rouge, où on a cette baisse de prix, si la tendance est cassée selon les indicateurs qu'on aura choisis, eh bien on va ressortir du marché, mais comme on repart tout de suite très vite à la hausse derrière, alors soit on va re-rentrer très rapidement derrière, ou soit même si on a des indicateurs qui sont un peu plus long terme, on ne va pas re-rentrer ou re-rentrer beaucoup plus haut. Donc c'est ce qui fait que peut être difficile de gérer cette exposition et de prendre toutes les périodes de hausse. Alors j'ai repris ce graphe d'une précédente présentation pour vous montrer l'intérêt justement de ne pas se retrouver piégé dans les longs marchés baissiers. C'est vrai qu'on n'en a pas connu récemment, donc c'est dans sa mémoire d'investisseur, on ne voit pas trop l'intérêt. Mais lorsqu'on regarde l'histoire, et comme on voit là donc sur un peu plus de 100 ans, on voit qu'il est quand même pas rare d'avoir des périodes où on a plus de 10 ans, voire 20 ans dans certains cas, où on est en perte de pouvoir d'achat si on reste investi sur les marchés. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ces méthodes qui nous permettent de sortir du marché avec un indicateur. Alors, en conclusion, j'ai repris un petit tableau ici où on reprend donc les différentes approches avec les différents concepts. Donc comme vous voyez, l'emotional investing, je ne vais même pas en parler. Mais donc le value investing, donc ça c'est effectivement fait pour des horizons d'investissement relativement longs. Si vous le faites par vous-même en stock picking, c'est évidemment assez difficile, ça demande du temps. Après, vous pouvez vous faire aider par des gens comme Loïc, comme je l'ai mentionné, et vous allez avoir des performances. Alors, si vous êtes bon, évidemment, elles seront moins bonnes que le marché, mais si vous êtes bon, si vous êtes bien assisté, elles peuvent être largement au-dessus des performances du marché. Au niveau de risque, j'ai quand même mis un indicateur de risque 4, puisque 3, c'est acheter le marché en référence. Donc, j'ai dit que c'était un petit peu plus risqué que d'acheter simplement le marché, puisque vous allez avoir ce problème de liquidité à gérer, plus le fait que vous allez être investi dans le marché et donc d'avoir ces longs marchés baissiers. Alors le quality investing, donc comme j'ai dit, acheter des titres de qualité, également pour des horizons d'investissement longs. La difficulté d'exécution, je trouve qu'elle est un petit peu plus facile que le value investing, dans le sens où vous avez en général pas ces problèmes de value trap. Et les performances par contre, votre potentiel de performance va être en général plus faible que sur le value investing puisqu'il y a beaucoup plus de liquidité sur ces titres et beaucoup moins d'anomalies. Et donc par contre du coup ça fait que c'est un petit peu moins risqué également. Bon, l'index investing je ne vais pas en parler. Le momentum investing, donc là comme je dis c'est pour des horizons d'investissement beaucoup plus courts. Ça va demander également beaucoup d'implication puisqu'il faut suivre les marchés un petit peu tous les jours, il ne faut pas se laisser piéger par ces biais cognitifs ou alors il faut automatiser ça.
Et donc là, on peut avoir des performances, bon de nouveau, hein, ça varie. Si vous n'êtes pas très bon dans l'exécution, vous allez faire moins bien que le marché. Si vous êtes très bon, vous pouvez aussi également surperformer le marché, et notamment du fait que vous n'allez pas être embarqué dans ces marchés baissiers, et c'est là que vous allez générer pas mal de surperformance. Donc les risques, si c'est bien exécuté à nouveau, hein, je trouve que c'est plus faible que d'être investi en permanence dans le marché. Votre capital, il rentre, il sort. Vous êtes pas, vous vous mettez un petit peu à l'abri de tout ça. Bon, j'aurais peut-être pu mettre un 2 parce que c'est vrai que l'exécution est difficile. Et enfin, le trend following. Donc là, on va suivre des tendances établies. C'est fait pour des horizons, on va dire, de temps intermédiaires. La difficulté d'exécution, elle est moyenne. Les performances, alors là, à nouveau, ça va dépendre également de votre exécution. Et les risques, bon, c'est un petit peu la même chose que le momentum. J'aurais pu également mettre 2 parce qu'il y a quand même une certaine technique à avoir pour pouvoir exécuter ça correctement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va voir à présent où se situe DiversiBoost. Comme je l'ai indiqué, donc c'est un croisement entre l'approche momentum et l'approche du suivi de tendance. Alors, pourquoi cela? Comme l'approche momentum, on va chercher à tirer avantage de la notion de force relative, mais on va l'utiliser de manière différente. Ici, on va l'utiliser au sein d'un panier d'actifs et on va regarder à ce que ces actifs soient faiblement corrélés entre eux. Alors, dans notre cas, nous, on a choisi de se baser pas sur des actifs individuels, mais carrément sur des segments de marché au travers d'ETF. Et comme on veut qu'ils soient le plus décorrélés possible, on a également décidé d'inclure les obligations. Alors, comment on va choisir l'actif? Donc, on va choisir celui qui a les meilleures performances récentes, donc un petit peu sur une notion de suivi de tendance, et ce sur une base mensuelle, parce que dans nos critères de choix pour établir DiversiBoost, on voulait que ce soit facile d'exécution et que ce soit abordable au plus grand nombre. Et comment est-ce qu'on va se protéger du fait qu'on ne soit pas en permanence sur les marchés? On va également inclure un stop loss pour essayer de contrebalancer et d'éviter qu'on se retrouve pris dans des scénarios avec des pertes extrêmes. Alors, les avantages, c'est qu'on ne va pas être exposé au long marché baissier. Donc ça, c'est commun aux approches momentum et de suivi de tendance. Et les avantages supplémentaires qu'on a, comme j'ai dit, donc on n'a pas besoin de suivi quotidien, ça va être plus simple. Et on va avoir une volatilité plus limitée du fait qu'au lieu de prendre des titres individuels, on va se baser sur des paniers d'actions au travers des ETF. Alors, en ce qui concerne les inconvénients, eh bien, on va retrouver donc évidemment la gestion des retournements et également les longs marchés en range qui vont nous créer de l'accumulation de petites pertes. Et enfin, par rapport à l'approche momentum, on va se retrouver avec des risques de pertes plus élevés puisqu'on n'est pas en permanence présent sur les marchés, on ne peut pas couper aussi rapidement nos positions.